Dans l'histoire des chroniques criminelles, de nombreux cas ont obligé le système à reconsidérer les principes existants. À la fin du siècle dernier, l'un des procès les plus médiatisés du siècle a eu lieu aux États-Unis d'Amérique. 30 ans se sont écoulés depuis le double meurtre, et il est toujours impossible de dire avec certitude si le héros de l'histoire était un méchant ou s'il est devenu une victime. Nicole Brown est née à Francfort, en Allemagne, en 1959. Elle avait une sœur Denise. La soif de changement pousse la famille Brown à s'installer aux États-Unis, où elle s'installe à Garden Grove, en Californie. Ici, un nouveau membre de la famille attendait, 2 autres filles, Dominique et Tanya, sont nées. Nicole s'est facilement adaptée à la société américaine. Une beauté blonde au caractère doux a conquis le cœur de tous ceux qui ont croisé son chemin, a préféré passer du temps sur la côte ensoleillée et est devenue la reine du bal de fin d'année. En 1977, une rencontre fatidique a eu lieu dans l'un des clubs d'élite de Beverly Hills, où Nicole travaillait comme serveuse et a rencontré la star du football O.J. Simpson. L'homme à cette époque était au sommet de sa popularité en plus du sport, il jouait dans des films et des publicités. Malgré le fait qu'à cette époque il était marié à Margaret et avait 3 enfants, une étincelle a couru entre eux. La différence de 12 ans n'a pas du tout gêné les amoureux. Plus tard, une tragédie a frappé la famille Simpson, son fils s'est noyé dans un accident de piscine en 1979. Cet événement a considérablement détérioré les relations familiales et lui et Margaret ont divorcé la même année. Après cela, il a commencé à sortir officiellement avec Nicole. En 1985, le couple s'est marié, leur mariage a eu lieu dans un luxueux manoir du prestigieux quartier de Brentwood à Los Angeles. Prenant le nom de famille de son mari, Nicole est devenue connue sous le nom de Nicole Brown Simpson. Toute sa vie a été bouleversée. Durant leur mariage, Nicole et O.J. ont eu 2 enfants. En 1985, Sidney est né et en 1987, son fils Justin est né. Nicole était une mère attentionnée, elle se passait de nounou, organisait des activités pour ses enfants et organisait des vacances familiales douillettes. En plus des tâches ménagères, Nicole a ouvert une petite entreprise de décoration d'intérieur dont les clients comprenaient son mari et ses amis. Il semblait que tout allait bien dans leur famille. Cependant, l'idylle fut de courte durée. Pendant tout ce temps, O.J. a trompé sa femme et s'est comporté de manière abusive à son égard. La première sonnette d'alarme dans le comportement d'O.J. a été lorsqu'il a pris une batte de baseball et a brisé une Mercedes-C. Il est établi que la femme a refusé de porter plainte contre son mari. L'impunité ne rend pas les gens meilleurs, c'est pourquoi le degré de violence s'est accru. Des amis de la famille ont déclaré avoir vu des bleus sur le corps de Nicole, son mari a menacé de la tuer et elle a appelé la police à plusieurs reprises lors de ces agressions. À ces moments-là, les policiers l'ont trouvé battu, se cachant de son mari dans la cour de la maison. Simpson a admis qu'il s'était mal comporté envers sa femme et qu'il avait même frappé sa femme, mais a insisté sur le fait que dans de tels incidents, en règle générale, les 2 personnes étaient à blâmer. Il a nié tout autre cas de violence domestique qui aurait fait l'objet de rumeurs. Le juge l'a condamné à 12 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de $200. Le couple se battait toujours et après 7 ans de mariage en 1992, Nicole a décidé de demander le divorce, invoquant des différences irréconciliables. Nicole communiquait périodiquement avec son ex-mari, ils ont fait quelques tentatives de réconciliation grâce à la pression de ses parents, dont les affaires dépendaient fortement du soutien d'O.J., mais tout cela était en vain. Une femme et ses enfants ont emménagé dans une maison de location à Brentwood. À la suite de la procédure de divorce, Nicole a reçu $430 000 en règlement de divorce et $10 000 de pension alimentaire mensuelle pour enfants. Nicole s'est acheté une voiture chère et a mené une vie sociale luxueuse. Sa meilleure amie pendant de nombreuses années était Kris Jenner, connue comme la mère de la famille Kardashian. Ils sont devenus amis dans la famille alors que Nicole était encore mariée. Après le divorce, Kris a soutenu son amie, l'a souvent aidée et s'est occupée de ses enfants. En décembre 1992, alors qu'elle skiait à Aspen, Colorado, Nicole a rencontré et s'est liée d'amitié avec un homme nommé Kato Kaelin. Ils sont devenus si proches qu'il a emménagé dans une maison d'hôte sur la propriété de Nicole et y a vécu pendant 1 an. L'homme payait le loyer et aidait à prendre soin des enfants de la femme, mais il n'y avait aucune relation amoureuse entre eux. Malgré l'obtention d'une ordonnance de non-communication, O.J. a traqué Nicole et elle l'a vue littéralement partout. La femme a commencé à devenir paranoïaque. En janvier 1994,
Nicole et ses enfants changent de lieu de résidence pour des raisons de sécurité. Elle a déménagé dans une autre maison de location de 3 étages dans le même quartier. Son ami Kato a également emménagé avec eux et a loué une maison d'hôte dans son jardin. La vie a progressivement commencé à s'améliorer et Nicole a fait de grands projets pour l'avenir. Alors que Nicole essayait d'avoir une relation avec Rip Roddy, qui était brune au moment de leur rencontre, ce fut une folle romance éclair. Christy a admis plus tard qu'au point J était obsédée par Nicole et l'avait forcée à changer d'image. Elle s'est teint les cheveux en blond et a essayé de s'habiller comme Nicole sous ses ordres. Ils se sont ensuite séparés à cause des problèmes juridiques J, mais il poursuivait également Christy et elle se méfiait de lui parce qu'il n'était pas doué pour laisser les gens partir. Peu de temps avant les événements tragiques, Nicole a rencontré Ron, 25 ans, et a commencé à communiquer activement. Ce jour-là a eu lieu le concert de danse de sa fille Nicole, auquel elle a assisté. L'ex-mari s'est retrouvé là aussi. La femme et les enfants se sont ensuite rendus vers 18h dans son restaurant préféré, où elle a dîné et a rencontré Ron. Ils discutèrent un peu, puis Nicole et les enfants rentrèrent chez eux. Avant de partir, Nicole a dit à son ami Jerry qu'ils devaient se rencontrer le lendemain pour quelque chose d'important, mais cette réunion n'a jamais eu lieu. Il s'est avéré que Nicole avait accidentellement oublié ses lunettes dans l'établissement. Ronald les a trouvées et s'est dirigé vers la maison de son ami pour lui donner l'accessoire. Au moment de leur rencontre, un terrible drame s'est produit près de son domicile à Los Angeles. À 22h45, la voisine de Nicole, Kato, a entendu un bruit suspect venant de chez elle et est sortie pour vérifier ce qui n'allait pas. Là, il a vu un chien qui aboyait constamment en signe d'alarme, puis, en regardant de plus près, le voisin a vu du sang et des corps et a appelé le 911. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé une image terrible sur les lieux du crime. Les photographies de la scène du crime sont très choquantes. Je les publierai sur ma chaîne Telegram, le lien sera dans la description et le commentaire épinglé. S'abonner. Nicole, 35 ans, gisait en position fétale dans une mare de sang. Elle a été poignardée tellement de fois au cou que sa tête a été presque coupée de son corps. L'autopsie a révélé que la victime avait été poignardée à 7 reprises au cou et à la tête et qu'elle avait la gorge tranchée. À proximité se trouvait Ronald, 25 ans. Compte tenu de la relation abusive de Simpson avec Nicole au cours des années de son mariage et de son récent harcèlement envers son ex-femme, il est devenu le principal suspect du double meurtre. Un témoin a été retrouvé qui a confirmé les soupçons de la police. Son chauffeur de limousine a déclaré qu'il avait emmené la star du football à l'aéroport de Los Angeles et qu'il s'était envolé pour Chicago. Simpson est arrivé à Chicago à 5h30. Des employés de la compagnie aérienne ont ensuite été interrogés. Le conducteur a déclaré aux enquêteurs que Simpson avait gardé sa main dans son sac polochon tout au long du vol, comme s'il cachait quelque chose. Revenons sur ce point plus tard. Simpson s'est enregistré à l'hôtel Or Plaza à 6h15 et a reçu les clés de la chambre 915. Environ 30 minutes plus tard, un homme dans une station-service a déclaré aux enquêteurs qu'il avait repéré quelqu'un ressemblant à Simpson fouillant dans les bois près de l'hôtel. Les détectives de Los Angeles ont appelé O.J. Ils lui ont demandé de retourner à Los Angeles pour un interrogatoire, et il a accepté. Selon les avocats de Simpson, c'est immédiatement après l'appel qu'au point J a déclaré s'être coupé la main en cassant un verre, souffrant de la nouvelle de la mort de son ex-femme. Cependant, comme indiqué précédemment, Deza a rapporté qu'il avait complètement caché sa main. Peut-être qu'au point J a fait cela à cause d'une blessure à la main, et il a reçu cette blessure beaucoup plus tôt, avant même d'arriver à Chicago. O.J. a passé 10 appels depuis sa chambre d'hôtel, notamment à une femme nommée Cathy, ainsi qu'à diverses compagnies aériennes et une société de location de voitures. Il a acheté des billets pour un vol à destination de Los Angeles et a demandé qu'une voiture lui soit envoyée pour l'emmener à l'aéroport. On ne savait pas pourquoi il avait appelé Cathy. Ensuite, O.J. a appelé la police de Los Angeles à 8h21 et lui a dit qu'il reviendrait bientôt. Un employé de l'hôtel a déclaré que Simpson était descendu dans le hall à 8h30 et était contrarié que sa voiture ne soit pas encore là parce qu'il était pressé de se rendre à l'aéroport. Il a frappé le comptoir et sa main a commencé à saigner. O.J. a demandé à un employé de l'hôtel de lui panser la main. La voiture est arrivée dans les 5 minutes et a emmené Simpson à l'aéroport, où il est rentré à Los Angeles à 9h15. Pendant ce temps,
des détectives se sont rendus à Chicago sur la base d'un témoignage oculaire et, avec le renfort de policiers locaux, ont fouillé la zone boisée proche de l'hôtel à l'aide de détecteurs de métaux. Ils ont supposé qu'au point J y avait caché l'arme du crime, un couteau. Mais rien n'a pu être trouvé. Les détectives ont également fouillé la chambre d'hôtel. Leur attention a été attirée par des draps ensanglantés, du verre brisé et un morceau de papier déchiré portant le nom d'un agent artistique hollywoodien. Ils ont également collecté des empreintes digitales et des échantillons de sang trouvés sur le sol de la salle de bain. Après son retour à Los Angeles, Simpson est arrivé sur les lieux du meurtre à 11 heures. Là, il a serré dans ses bras son ami de l'équipe de football, nommé L. Collins. Simpson a été arrêté et emmené au commissariat. O.J. s'est vu proposer de passer un test au détecteur de mensonges, mais il a refusé. Ce fait est également devenu un motif de nouveaux soupçons. O.J., 47 ans, a été accusé de double meurtre. Il a plaidé non coupable du crime, mais les membres des familles des deux victimes pensaient déjà qu'il était responsable de leur meurtre. Cependant, à ce moment-là, il n'y avait aucune preuve contre lui et l'homme a donc été libéré. O.J. a profité du moment et s'est enfui dans sa Ford Bronco blanche. Les forces de l'ordre ont commencé à les poursuivre. Toutes les voitures de patrouille à proximité se sont lancées à leur poursuite. Pendant 90 minutes, 100 millions de téléspectateurs dans le monde ont regardé à la télévision une Ford blanche rouler sur l'autoroute. Il était suivi par plusieurs hélicoptères équipés de caméras, ainsi que par des voitures de patrouille. Des témoins oculaires de cette poursuite se sont alignés le long de l'autoroute le long de laquelle se déplaçait le criminel armé avec l'otage. Ils lui ont fait signe, ont essayé de lui remonter le moral, le soutenant dans cette situation, malgré tout le danger qu'il représentait avec un pistolet à la main. Heureusement, personne n'a été blessé. Après 100 km, les patrouilleurs ont pu arrêter la Ford et arrêter le fauteur de troubles. Après cela, O.J. est automatiquement devenu le principal suspect du double meurtre. En fait, la police n'a même pas pris en compte les autres candidats. Un ami de la famille a affirmé qu'O.J. lui avait dit que s'il surprenait Nicole avec quelqu'un, il la tuerait. Considérant qu'au moment du meurtre, Nicole se trouvait dans la cour de sa maison avec Ron, cela aurait pu provoquer de la jalousie et une explosion d'agressivité chez O.J., qui s'était auparavant montré un tyran domestique. Des proches ont déclaré que Simpson avait des problèmes de tête. Il souffrait de migraines et se parlait parfois tout seul lorsqu'il oubliait de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits. Les funérailles de la femme ont eu lieu le 16 juin à Brentwood. Le mari de Nicole et ses deux enfants, parents et amis ont assisté aux funérailles. Une voisine, Kris Jenner, a nommé sa quatrième fille Candley Nicole Jenner en l'honneur de sa meilleure amie décédée. Candley est née 1 an et demi après sa mort. Un procès long et complexe s'ensuit. Tous les habitants du pays ont vu leur cœur se serrer. L'affaire est devenue connue comme le procès du siècle, qui avait tout, l'amour et la haine, le racisme et la violence domestique, l'imperfection du système judiciaire des États-Unis d'Amérique et l'attention stupide de la télévision et des journalistes. Tout cela ressemblait à une fête d'entreprise. La célébrité et la rapidité de diffusion de l'information étaient si élevées qu'il était difficile de trouver des jurés peu familiers avec ces événements. En fin de compte, une équipe d'évaluateurs a été constituée exclusivement parmi de nouveaux citoyens. En raison du tollé médiatique, l'accusation a tenté de présenter O.J., lors de cette soirée fatidique, comme un homme jaloux ayant atteint l'extrême de la rage. Selon eux, Simpson a perdu la capacité de contrôler son ex et a donc décidé de la tuer. L'accusation a présenté des preuves de la culpabilité d'O.J., des empreintes sanglantes de chaussures de taille 43 ont été trouvées à côté des corps, exactement la taille que portait le suspect. Des gouttes de sang ont été retrouvées à gauche de ces empreintes. Un gant ensanglanté et un bonnet tricoté ont été trouvés sur les lieux du crime, ils étaient probablement portés par l'agresseur. Les détectives qui ont mené l'affaire et interrogé l'accusé ont témoigné au procès. Quelques heures après le meurtre, la police a remarqué plusieurs coupures sur son bras gauche. L'un d'eux était assez gros, on dirait qu'il a reçu ses blessures en étant poignardé. C'est eux qui sont à l'origine des taches de sang sur la scène du crime. Des taches de sang ont également été trouvées dans la voiture de Simpson, et l'analyse des gouttelettes sur les lieux du crime a montré qu'elles correspondaient à son groupe sanguin. Des témoins ont également témoigné en faveur de l'accusation. Le chauffeur de la limousine d'O.J. a déclaré avoir vu une silhouette fantomatique vaciller dans l'ombre. O.J. a répondu qu'il avait dormi trop longtemps.
L'accusation a estimé qu'il s'agissait d'un mensonge selon eux, il revenait tout juste d'un crime et essayait de brouiller les pistes. La procureure Marcia Clark était confiante dans la victoire dès le début, mais l'équipe de défense n'allait pas abandonner. Son avocat était Robert Kardashian, qui était le père de la famille Kardashian. En plus de lui, les intérêts de la star devant le tribunal étaient représentés par les experts criminels les plus célèbres de l'époque, Johnny Cochran, Alan Dershowitz et Lee Bailey, surnommés l'équipe de rêve par les journalistes. O.J. et son équipe d'avocats ont soutenu de manière agressive qu'il n'était pas coupable dès le début. Les avocats de la défense, en lice, ont souligné des lacunes dans le travail de la police, remettant en question la version de l'accusation. Selon eux, des criminologues débutants ont travaillé sur les lieux du crime, le coroner n'a pas été appelé immédiatement, la scène du crime n'a pas été soigneusement bouclée et contaminée et les preuves n'étaient pas crédibles. En contre-interrogeant agressivement les témoins à charge, les avocats de la défense ont tenté de saper leurs témoignages. Bien que les procureurs aient expliqué chaque point, les jurés ont déclaré avoir des doutes quant à la fiabilité de certaines preuves. Les auditions se sont avérées extrêmement mouvementées. Voici l'accusé, une vraie star, O.J. Simpson. Le bureau du procureur a estimé qu'il était l'assassin de son ex-femme à la peau claire, et la raison en était une simple jalousie. Des histoires de violence domestique ont été révélées. Les défenseurs ont fait valoir que la star du football avait été piégée par une police raciste. Cette idée est à la base d'une tactique qui a suscité de vives réactions de la part des Afro-Américains, rappelant l'expérience d'autres Noirs américains qui ont souffert injustement et ont même été victimes du système judiciaire. Les gens étaient indignés que la couleur de peau foncée soit un véritable chiffon rouge pour les policiers. Toutes ces questions se sont posées avec une vigueur renouvelée, ce qui a donné aux héros de l'histoire un énorme soutien public. Dans le même temps, les Américains à la peau claire ont continué à le considérer comme coupable. Ce déséquilibre dans la société du pays est devenu particulièrement visible. Lors du procès, Simpson a immédiatement déclaré qu'il représentait non seulement ses propres intérêts, mais aussi ceux de l'ensemble de la société américaine de Los Angeles. Il était au sommet de sa popularité dans les années 60. Au même moment, les Noirs américains ont commencé à protester contre la discrimination et l'oppression. Tout cela est devenu une prise de son temps. Dans des cercles restreints, cette affaire a servi de base à plusieurs livres et films de fiction. Selon de nombreux militants des droits de l'homme, c'est Simpson qui a joué un rôle clé en révélant les divisions raciales aux États-Unis. Au cours de ce processus, plusieurs fonctionnaires corrompus qui opéraient aux plus hauts échelons du pouvoir, en particulier au sein de la police de Los Angeles, ont été identifiés. Bien sûr, il n'était possible de combattre de tels adversaires qu'avec une équipe de rêve. Malgré tout cela et l'ampleur de l'événement, il y a toujours un débat quant à savoir si O.J. Simpson est réellement coupable. Beaucoup pensaient que la star avait utilisé sa position et sa richesse pour embaucher les meilleurs avocats qui l'avaient aidé à s'en sortir. On pensait que la question de la discrimination raciale avait été délibérément soulevée pour détourner l'attention du jury du tueur sanguinaire et de sang-froid qui se cachait sous l'apparence d'un homme honnête. Les proches des victimes pensaient qu'il se prenait pour Dieu, alors il s'en est tiré avec trop de choses. Les procureurs ont insisté sur le fait qu'il était le tueur évident et les preuves trouvées sur les lieux du crime ont été présentées. Il n'avait aucun antécédent grave de mauvaise conduite, à l'exception d'un incident de violence domestique, qui est devenu la principale tâche sur la réputation de l'homme sur laquelle le procureur a insisté. Selon l'accusation, une relation violente avec son ex-femme et des faits de violence conjugale évoqués par certains témoins ont été révélés. Cependant, le héros de l'histoire a nié tout cela lors des audiences, et il est étrange que ces faits aient été ignorés par le jury. La tentative d'évasion indiquait également une fuite devant la justice. L'accusation a insisté sur le fait que Simpson avait simplement eu peur et avait tenté d'éviter la punition qu'il méritait. Les avocats ont répliqué, citant les attitudes racistes du LAPD. Selon eux, l'accusé avait simplement peur de se faire tirer dessus avant de pouvoir s'expliquer. La biographie d'O.J. Simpson n'a pas non plus été ignorée. Nicole et O.J. ont commencé à se fréquenter alors qu'il était déjà un homme marié de 29 ans et père de 2 enfants. Elle avait alors à peine 18 ans. La jeune fille s'est retrouvée entourée d'une vie luxueuse que le héros de l'histoire pouvait déjà se permettre. De l'extérieur, ce mariage semblait idéal, mais certains amis proches de la famille ont déclaré que de véritables violences se déroulaient à huis clos. Malgré la négation de ces faits, le parquet avait des raisons de croire qu'il y avait en réalité des conflits avec recours à la violence physique. Peu de temps avant sa mort, Nicole a dit à son ami qu'elle craignait pour sa vie et sa santé,
car Simpson perdait périodiquement le contrôle de lui-même et J se comportait comme une personne jalouse et manipulatrice. Les entrées correspondantes ont été trouvées dans son journal, qui a été activement utilisé par le parquet pendant le procès. L'un des principaux éléments de preuve de la culpabilité du héros de l'histoire, le parquet a trouvé sur les lieux du massacre un vêtement couvert de sang. Selon un détective du LAPD, un deuxième gant identique a été trouvé au domicile d'O.J. L'un des anciens enquêteurs du département a même écrit un livre entier dans lequel il parlait en détail des preuves trouvées témoignant de la culpabilité de Simpson. Il y avait aussi des opposants à ce travail, qui l'accusaient de préjugés et de préjugés raciaux, affirmant que son livre était complètement fabriqué et que le gant sanglant avait simplement été planté dans la maison d'un homme noir. La révélation des allégations du procureur concernant le gant s'est produite directement dans la salle d'audience. On a demandé à l'accusé de l'essayer, il s'est avéré que sa taille ne lui convenait pas, de sorte que le gant malheureux s'est presque déchiré en l'essayant. Avec de tels gants, il lui serait vraiment gênant de tenir et d'utiliser un couteau. Le plus intéressant est que le parquet a initié l'essayage des gants. Cette décision a été décrite plus tard comme la plus grande erreur juridique du système répressif du XXe siècle. L'accusation a insisté sur le fait qu'aucun sang d'autrui n'avait été trouvé sur les lieux du massacre, seulement celui des victimes, et que son ADN avait également été retrouvé dans la voiture de l'accusé. Selon les avocats, il ne s'agit pas d'une preuve directe de l'implication dans le massacre. Les avocats de la défense ont continué à insister sur le fait que le client avait simplement été blessé parce qu'il était sur Canton comme noir, il bénéficierait d'un procès inéquitable. Plus tard, le héros de l'histoire a décrit ce qui se passait depuis sa position, les audiences étaient pour lui une expérience effrayante, il a compris qu'il ne pouvait faire confiance à personne présent, aux juges et au jury, car pour eux, un homme noir, par définition, était l'ennemi. Les avocats ont habilement manipulé la peau de la femme que l'affaire Simpson aurait été classée depuis longtemps, mais dans le cas d'une femme à la peau claire, le bureau du procureur a constamment tenté de blâmer un homme à la peau foncée, malgré son innocence évidente dans la tragédie. La défense a insisté sur le fait que le véritable criminel, qui a le sang de deux jeunes sur les mains, continue de se promener librement et est à la recherche d'une nouvelle victime. Pour donner du poids à leurs propos, l'accusation a décidé de faire visiter la maison de Simpson, une équipe de jurés et des représentants de la défense ont été amenés au manoir. Étonnamment, pendant l'absence d'O.J., un grand nombre de photographies sont apparues sur les murs où il était en contact avec des représentants de la communauté noire. Il semblait que tout cela avait été arrangé de manière à démontrer les liens avec le crime et à discréditer la position de l'athlète et de l'acteur. Cela était nécessaire pour créer une image moins attractive de la star, qui était censée faire le jeu du parquet dans cette procédure. De plus, parmi les visiteurs se trouvaient des personnes qui connaissaient bien Simpson. Ils ont confirmé qu'ils n'avaient jamais vu ces photographies auparavant. L'accusation aurait-elle pu ourdir un véritable complot visant à piéger une personne innocente? Veya a affirmé qu'elle n'avait pas subi de violence de la part de son mari et qu'elle ne croyait donc pas qu'il pouvait être capable de commettre un meurtre. Vers la fin du procès, l'inattendu s'est produit. L'un des détectives chargés de l'affaire a donné une série d'entretiens dans lesquels il se vantait d'avoir battu des suspects, en particulier des Noirs, et d'avoir falsifié des preuves. Le procureur a nié que cela puisse se produire dans cette affaire, mais ces paroles n'ont apparemment pas été entendues, ce qui les a orientés davantage vers la défense. Le procès a duré 16 mois. Pendant tout ce temps, O.J. été assigné à résidence. Après les plaidoiries des deux côtés, le jury a délibéré sur son verdict. 4 heures plus tard, ils sont revenus et ont déclaré O.J. Simpson non coupable de double meurtre. Il a été acquitté. O.J. a souri et a dit « Merci ». 2 jurés ont souri en retour et un autre a levé son poing gauche pour saluer Simpson. Alors que le jury quittait la salle d'audience, les familles des victimes ont été déçues par un verdict qui n'a pas répondu à leurs attentes. Les proches pensaient que le jury était fasciné et influencé par la personne célèbre et n'était donc convaincu par aucun argument contre lui. Cette décision a suscité une vague de sentiments contradictoires, les partisans de la star se sont réjouis, la communauté afro-américaine a estimé qu'il s'agissait de la première grande victoire de leur race dans l'histoire et les familles des victimes et les procureurs étaient furieux. Presque le monde entier a suivi ces événements. Des centaines de journalistes ont tenté d'interviewer Simpson et ses avocats, ainsi que toutes les autres personnes impliquées dans la procédure. Les émissions de télévision ont fait rage sur ce sujet. 9 mois après sa condamnation, O.J. Simpson était encore en convalescence. Il a rencontré un correspondant de la chaîne d'information et a évoqué ce à quoi il doit faire face après cette affaire très médiatisée.
Il a dit que sa vie n'a jamais été facile, mais que les défis sont un peu différents maintenant. Il a construit une carrière dans le sport et le cinéma, mais après une si longue pause et des problèmes de réputation, tout cela a été détruit. Durant cette période, l'homme se concentrait sur ses propres enfants et amis. Du vivant de l'ex-femme, les enfants du couple vivaient avec elle. Après le décès de la mère, les proches de Nicole ont emmené les enfants pendant le procès. Simpson se battait désormais pour la garde de sa fille et de son fils. Un autre procès controversé a commencé, dans lequel chaque partie a tenté de présenter l'autre sous un jour disgracieux. En 1996, après l'achèvement du procès pénal, le juge a accédé à la demande de Simpson de lui accorder la garde complète de leurs enfants ainsi que de Nicole. Les parents des victimes ont été indignés par cette décision et ont continué à se battre, sans succès, pour obtenir la garde. Ils ont abandonné la lutte en 2006, lorsque leur fils a eu 18 ans et est officiellement devenu adulte. En 1997, une action civile a été intentée contre Simpson, initiée par les familles des victimes. Cette fois, le processus a été très rapide. Le bureau du procureur a plaidé l'affaire en se basant sur la prépondérance des preuves contre l'accusé, ainsi que sur les preuves indéniables découvertes. Ceux-ci comprenaient des éléments tels que des photographies de Simpson au moment de son arrestation, dans lesquelles il portait les mêmes chaussures dont les traces ont été retrouvées plus tard sur les lieux du massacre. Cette fois, O.J. avait confiance en lui et a décidé de ne pas embaucher une équipe d'avocats expérimentés, pour laquelle il avait déjà dépensé beaucoup d'argent, mais cela s'est avéré pas si simple. L'affaire progressait à une vitesse étonnante. Il a été condamné à verser aux familles des victimes des indemnités d'un montant de 3,5 millions de dollars. Cependant, Simpson n'a jamais payé la part du lion de cet argent. Après ces événements, Simpson a continué à reconstruire sa réputation. Il a joué au golf et a même écrit plus tard un livre intitulé If He Did It, dans lequel il expliquait à la première personne comment il commettrait un meurtre s'il en était l'auteur. Ce travail est devenu une autre étape controversée de sa biographie. Cela a provoqué une vague de protestation tout autant qu'une contre-vague de soutien. Les familles des victimes ont exprimé leur plus grande indignation, car elles étaient toujours convaincues que c'était O.J. qui était à l'origine du meurtre des jeunes. L'argent de la vente du livre a été envoyé à la famille de Ron assassiné. Il convient de noter qu'après les audiences, l'affaire du double meurtre s'est éteinte et est restée dans les archives pendant des années. Le couteau utilisé lors du meurtre n'a jamais été retrouvé. En 2016, la police de Los Angeles a déclaré qu'un officier à la retraite avait rendu un couteau qui aurait été trouvé plusieurs années plus tôt par un ouvrier du bâtiment lors de la démolition de la maison de Simpson. Après vérification, il s'est avéré que le couteau n'était pas l'arme du crime. Le prochain épisode lié au crime s'est produit lors de son voyage à Las Vegas en 2007. Avec un groupe d'hommes armés, il s'est introduit par effraction dans la maison d'un revendeur d'articles de sport local. Comme le héros de l'histoire l'a admis plus tard, cette attaque a été provoquée par le désir de devenir riche. Ironiquement, cet homme s'est retrouvé avec des photographies et des souvenirs sportifs qui avaient de la valeur pour Simpson. Il a qualifié certains d'entre eux d'héritage familial. Apparemment, nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur un prix. O.J. a insisté sur le fait que la seule raison de l'attaque était de récupérer les objets pour lui-même. Mais en réalité, ils essayaient de voler des trophées sportifs d'une valeur de 100 000 $. En fin de compte, il a fallu à nouveau faire appel à la meilleure équipe d'avocats pour défendre l'affaire devant le tribunal. Il semblait que les choses allaient très mal pour lui, puisque la police a même pu se procurer des armes à feu, avec lesquelles une compagnie de 5 personnes est entrée sur le territoire de quelqu'un d'autre. Simpson a été accusé de 12 chefs d'accusation, dont vol qualifié et agression armée. Dans le contexte d'un précédent procès très médiatisé et d'autres épisodes suspects, le tribunal l'a condamné à 33 ans de prison. Beaucoup ont vu cela comme une coïncidence symbolique avec le montant des paiements versés aux familles des victimes, qui s'élevait à 33,5 millions de $. Cependant, le juge a insisté sur le fait qu'il ne pouvait y avoir ici de symbolisme et que le terme était tout à fait cohérent avec la gravité de l'infraction commise. Aujourd'hui, les meilleurs avocats de Las Vegas ont déposé un recours pour que l'affaire soit examinée au Nevada. Simpson a déclaré qu'il n'avait jamais vu les armes à feu montrées par l'accusation. Le bureau du procureur a utilisé comme preuve dans cette affaire plusieurs pistolets qui auraient été saisis auprès de criminels détenus. O.J. a de nouveau affirmé que tout cela lui avait été imputé pour se venger d'avoir remporté une précédente affaire très médiatisée. Cet événement pourrait en effet provoquer une réaction similaire,
puisqu'il a détruit plusieurs carrières de juges et lancé tout un cycle de reconsidération de l'attitude à l'égard des affaires pénales aux États-Unis, ce qui ne pouvait que provoquer des troubles. Après cela, de nombreuses personnes ont souffert, notamment de hauts fonctionnaires. En même temps, cela ne prouvait pas que le héros de l'histoire n'était définitivement pas coupable. Les défenseurs ont encore une fois dû démontrer toutes leurs compétences. Les avocats ont fait valoir que 33 ans de prison pour un vol bâclé au cours duquel personne n'a été blessé était trop long. Dans la mémoire des avocats, il y a eu des cas où des peines beaucoup plus courtes ont été prononcées pour meurtre. Le tribunal a continué d'insister sur le fait que la décision était conforme à la loi de l'État et les appels ont été rejetés. Pendant ce temps, le héros de l'histoire était en prison. Ici, il y avait la même attitude ambivalente à son égard que dans La Liberté. Certains le considéraient comme un combattant pour la justice, tandis que d'autres le traitaient de tueur assoiffé de sang qui avait sa place derrière les barreaux. Durant cette période, la tension ne cesse de monter entre la communauté noire et les autorités. Plusieurs incidents désagréables se sont produits. Simpson a passé près de 9 ans en prison et, à l'âge de 70 ans, il est devenu inopinément éligible à la libération conditionnelle grâce au nouvel amendement sur la réhabilitation des prisonniers. Selon les résultats du vote de la commission, il a obtenu la liberté. Hodge a montré des remords lorsqu'il a été libéré sur parole en octobre 2017. Après ces événements, le vieil homme afro-américain, devenu une personnalité marquante du monde criminel et du cinéma, est entré dans l'ombre et a voulu passer le reste de ses jours dans un environnement calme avec ses proches et ses enfants, qui avaient je l'ai attendu et je l'ai soutenu tout ce temps. Le fils et la fille de Nicole pensaient que leur père avait été condamné à tort et victime de discrimination. Alors qu'il était encore en prison, il rêvait de rentrer chez lui. Cependant, des ruines l'y attendaient, la maison a été perdue du fait que l'homme a perdu son droit de rachat. Au lieu de cela, il a déménagé dans une communauté fermée à Las Vegas, où il a joué au golf et apprécié la vie. Il s'est avéré que les meules de la justice ne sont pas restées immobiles. Un nouveau détective a désormais été officiellement chargé d'enquêter sur le meurtre non résolu de Nicole Brown et Ron Goldman. De nouveaux enquêteurs ont commencé à envisager l'implication du tueur en série Glenn Edward Roger, également connu sous le nom de tueur de Casanova, dans le meurtre. Il a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de 2 femmes, le premier en Floride en 1995 et le second en Californie en juin 1999. Au moment de son arrestation, Glenn a d'abord déclaré à la police qu'il avait commis environ 70 meurtres, mais il est ensuite revenu sur ses aveux. Glenn est suspecté de nombreux autres meurtres similaires aux États-Unis et dans différents États, mais son implication dans ces affaires n'a pas encore été prouvée. Il a été condamné à mort en Floride et en Californie. Il est dans le couloir de la mort en Floride depuis 1997, en attente d'exécution. On pense qu'il pourrait bien avoir tué Nicole Brown et son amie. Jusqu'à présent, il n'y a aucune nouvelle sur la résolution du double meurtre. La question reste encore un mystère et une source de polémique. Qui était réellement Simpson? Doit-il être considéré comme un combattant pour la justice et comme celui-là même qui a tenté de lancer une nouvelle série de changements et d'améliorations dans le système législatif américain? Ou peut-être s'agit-il d'un tueur assoiffé de sang qui avait juste assez d'argent et d'arrogance pour s'en tirer avec un double meurtre? Il ne sera probablement jamais possible de répondre à ces questions. Le 10 avril 2024, O.J. Simpson décède d'un cancer, restant l'une des personnes les plus controversées. Vous pouvez partager des idées de nouvelles vidéos dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé.